Tout à l'heure, nous allons accorder la parole à Monsieur le secrétaire général académique, représentant personnel de Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa pour le mot de l'ouverture. Juste après, ça sera le professeur Bouchard qui joue le rôle de modérateur pour le débat, qui va présenter l'orateur du jour. Après la présentation de l'orateur du jour, ça sera le débat, échange. Donc, après le débat, c'est Monsieur le doyen, au nom des membres du comité de gestion, qui va clôturer la séance. Pour le moment, nous demandons très respectueusement à Monsieur le secrétaire général académique, qui représente Monsieur le recteur, à prononcer son mot d'ouverture. Vous avez la parole, Monsieur le secrétaire académique. Je voudrais souhaiter la bienvenue dans cette salle des chapiteaux à l'occasion de cette grande conférence que je considère comme un dialogue entre les sciences. Parce que d'un côté, nous avons des physiciens, mais de l'autre côté, comme modérateur, nous avons un constitutionnaliste. Nous avons un mathématicien, me rappelle-t-on. Mais autour d'une question de légitimité. La légitimité n'est pas en réalité un élément mathématique, ni moins un élément essentiellement juridique, mais c'est parfois une donnée aléatoire et qui nous permet bien effectivement d'arriver à donner quelques paramètres autour de la gestion ou autour de la gouvernance. Est-ce qu'on peut parler de la nullité du droit constitutionnel? C'est vrai, le terme est à la fois provocateur, mais révèle en réalité les débats au sein de notre société. On a déjà vu, s'agissant du droit, d'une maman qui s'écriait en disant « Nakoti la mwana nangasa la droite, bato la droite baza lokuta ». Et c'est vrai, et aujourd'hui ce n'est pas l'ensemble du droit qui est en procès, c'est le droit constitutionnel qui est en procès parce qu'il y a quelqu'un qui va démontrer que c'est un droit qui est nul, malheureusement ou heureusement, dans une salle où les modérateurs ou même les doyens ont plus de 30 ans d'enseignement du droit et du droit constitutionnel essentiellement pour le professeur Bouchard. Si une telle compréhension doit convaincre l'ensemble de l'assistance, ça veut dire que tout ce que le professeur Bouchard a fait durant 30 ans n'a pas d'importance et donc nous, ses disciples et jeunes constitutionnalistes, nous risquerons de les pendre. Nous risquerons de les pendre. Mais il y a quand même un auteur, un juriste qui dit que même lorsque on croit qu'il y a échec du droit, on fait toujours appel au droit. Et ça veut dire que même si on peut croire que le droit constitutionnel est une nullité, ce n'est pas une nullité absolue. On peut avoir quelques ratés qui nous donnent l'impression que le droit constitutionnel n'a pas d'importance, mais vous vous rappellerez, en regardant la scène politique de notre pays, il y a des gens qui ont contesté la Constitution hier, qui sont devenus les chantres de la même Constitution. Ceux qui l'ont soutenu hier estiment qu'il y a des choses à revoir. Donc, même lorsqu'on croit que la Constitution a échoué, on fait toujours appel à cette même Constitution. Voilà pourquoi c'est qui donne une notion de sociologie du droit qui fait appel à ce qu'on appelle les droits vivants au côté du droit posé. Et donc, ici, probablement, ça sera un débat à avoir autour du droit posé et du droit vécu, qui donne l'impression d'une nullité du droit. Et je pense que le dialogue autour des sciences
va permettre à l'Université de Kinshasa de démontrer que c'est un haut lieu de savoir et au nom de l'orateur, parce que c'est l'orateur qui nous propose autant de surprises, notre maître est là, le professeur Bouchard, aux côtés de notre juriste. Nous croyons que le débat sera très intéressant et aujourd'hui, je suis fier de l'orateur pour une thématique comme celle-ci, parce qu'aujourd'hui, si on peut répondre en disant qu'à l'Université de Kinshasa, il y a eu un débat autour de cette thématique, nous allons concurrencer les meilleures universités du monde. Cela étant dit, je déclare ouverte cette conférence autour de la thématique de l'unité du droit constitutionnel, essence mathématique et calcul de légitimité d'une constitution et d'un pouvoir politique. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de l'Académie, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, distingués invités, camarades étudiants, j'ai la charge de vous présenter l'orateur de ce jour. Ce n'est pas une tâche aisée, car à chaque instant, il va s'agir soit de métamorphose, soit de métabolisme de l'homme. Et donc l'homme d'avant l'instant n'est plus l'homme de l'instant. Nous allons donc tenter de saisir les impressions, sinon les apparences, qui passent pour des moments importants en vue d'asseoir une image suivant les conventions humaines. Félix Tchinanga Matabakajika est détenteur d'un PhD en mathématiques et équations différentielles de l'Université catholique de Louvain. Il est porteur d'une licence en programmation et génie logiciel de la même université. Il est licencié en mathématiques de l'Université de Kinshasa. Il a enseigné comme professeur visiteur en mathématiques en Géorgie, à l'Université d'Atlanta. Il a été aussi professeur visiteur au département des sciences à l'Université Maurice Brown, toujours à Atlanta. Et donc, il a été également professeur au département des mathématiques à l'Université d'Alabama, à Birmingham, à Alabama. Il a combiné sa carrière universitaire avec des essais pratiques sur terrain. C'est ainsi qu'il a été ingénieur logiciel Norfolk à l'État de Géorgie, aux États-Unis. Il a aidé à mettre en place pour la compagnie l'environnement de développement, l'analyse des données et support du système de certification des conducteurs, ingénieur opérateur de locomotives, responsable du développement et de la maintenance du logiciel Car Service, Record Management. Il a été chercheur ingénieur logiciel software, consultant ingénieur logiciel pour les comptes de CNN Atlanta. Il a un postulat dans sa vie. Il dit qu'il n'y a qu'un seul univers et une seule nature humaine.
Et donc, les croyants appellent à enseigner la création sur base de la foi. Les non-croyants appellent à enseigner l'évolution sur base des hypothèses de la théorie du Big Bang et celle de Darwin. Selon lui, si la création doit être enseignée comme science, de tous les nombreux dieux qui sont revendiqués à travers le monde comme créateurs de l'univers, qui doit-on enseigner comme créateur de l'univers? Le Dieu d'Abraham ou un autre? Et si le Dieu d'Abraham doit être enseigné comme créateur de l'univers sur base de la foi dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, quelle doit être la base de cet enseignement? Quand bien même les trois religions revendiquent le Dieu d'Abraham, toutes les trois religions s'opposent sur presque tous les points qui définissent une religion. Le christianisme enseigne que le Christ est le Fils de Dieu, il est la loi et le raffinement de tous les prophètes, il est la parole incarnée des dieux d'Abraham, il est le chemin, la vérité, la lumière du monde, la seule voie d'accès à ces dieux. Le judaïsme revendique que Christ est un usurpateur, il n'est ni le chemin, ni la vérité, ni la vie, ni Dieu, ni le Fils de Dieu, ni même le Messie. Le Dieu d'Abraham est accessible à tous à travers l'enseignement des prophètes et de la loi de Moïse. Pour l'islam, par contre, il reconnaît que Jésus est un prophète, mais refuse d'admettre qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu d'Abraham est accessible seulement à travers l'enseignement du prophète Mohammed. Si, comme le réclame le christianisme, Jésus de Nazareth doit être enseigné comme étant le chemin, la vérité, la vie et la lumière du monde, laquelle des interprétations contradictoires de cette parole faudrait-il enseigner à ceux-là qui veulent se convertir au Dieu de la Bible? La volonté des dieux d'Abraham est-elle la prospérité de chacun de ses enfants? L'homme est-il justifié par la seule foi, par la grâce seule? L'homme est-il justifié par la foi et les œuvres? La vie éternelle est-elle prédestinée? Une fois baptisés, avons-nous l'assurance de la vie éternelle? La foi est-elle quantifiable ou mesurable? Ce qui est enseigné comme vérité ou science de la nature dans une école publique ou privée ou secondaire comme à l'université doit se soumettre à l'essence de la vérité. La foi en un Dieu ne peut pas prouver ces dieux ou désapprouver un autre Dieu. Et donc, je voudrais ici faire la synthèse pour dire que depuis décembre 1999, le professeur Tshidanga est créateur et fondateur de l'Institut des mathématiques, de l'existence et du numérique. C'est un centre de recherche qui est appelé à installer son quartier général ici au Congo et a pour mission de résoudre par les mathématiques les grandes questions de l'existence, de la théorie, du tout, une théorie qui, par essence, se veut la résolution de chacune de ces questions indépendamment et loin de la foi et de la croyance de chaque religion. On peut noter comme publication les plus essentielles du professeur Tshidanga, les mathématiques du droit, du social et de la politique, algèbre des États et calcul de l'état de droit. C'est à son institut des mathématiques de l'existence. Il a publié également les mathématiques de la création et calcul de tout ce qui est existence. Il y a plusieurs autres publications, j'en passe, mais ce sont les plus essentielles et d'ailleurs qui nous ramènent à cette conférence. Il a comme projet centre d'intérêt, réduction et essence mathématique de la Bible, essence mathématique de la foi et du salut, essence mathématique du mariage, réduction mathématique de la philosophie à l'équation algébrique d'une nature, réduction essence mathématique de la théorie
de l'information et de la communication, réduction et sens mathématique du numérique. On peut se poser la question de savoir, en définitive, si c'est un philosophe, un théologien ou un mathématicien que l'on va devoir écouter. Je sais que les droits adorent les catégorisations, cependant, pour l'instant, je vais m'en passer en laissant chacun découvrir ce qu'il faille entendre par la nullité du droit constitutionnel, surtout qu'en droit, nullité s'apparente à l'inexistence. L'inexistence du droit constitutionnel, c'est ce que nous attendons qu'on nous amène comme preuve. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci pour la présentation. Justifie le titre de cette conférence. Donc, je parle donc, c'est vos controverses qui justifient la nullité de votre science. Qu'il me soit permis alors d'affirmer que les multiples controverses que soulève la question de l'objet du droit constitutionnel et celle de la multiplication de réformes constitutionnelles semblent insolubles parce que le savant du droit se détourne de la vraie question. En effet, par son essence, le droit constitutionnel au sens démocratique est un conflit ouvert entre l'être humain et les dieux de la Bible sur l'unicité de la législation, de l'ordre social et du pouvoir politique, de tout ce qui est une société humaine de gouvernés et de gouvernants, que celle-ci porte le nom de famille, clan, tribu, village, État ou communauté de nations. Par mes travaux sur l'existence d'une science universelle, j'affirme que personne ne peut résoudre ce conflit ouvert entre l'éternel et l'être humain, en l'occurrence le droit constitutionnel, loin de l'essence mathématique de la somme de tout ce qui est existence. Mon ouvrage, et là malheureusement je n'ai pas là avec moi ici, les mathématiques du droit, du social et de la politique, algèbre des États et calculus de l'état de droit, se veut la preuve détaillée de cette justification. Donc, cet exposé reprend en deux points les grandes lignes de cette démonstration. Tu peux nous montrer les deux points là? Nous noterons que ce sont les deux points. Donc on ne sait pas voir votre écran à sauter. En tant que proposition de théorème, une telle signification est valide, et soit valide, soit invalide. Elle n'est valide que lorsqu'elle existe enracinée dans les vérités premières ou les axiomes qui fondent la signification d'un être humain. La restitution de ces vérités premières et l'essence mathématique du social d'un peuple constitue le deuxième de quatre grands points qui composent la solution mathématique du conflit qui oppose le droit constitutionnel au Dieu de la vie.
Donc, ce deuxième point, donc vérité première et essence mathématique du social et d'un peuple, commence aussi avec la question ci-après. Quel sens premier faut-il donner au mot société ou sociale du nous peuple dans une constitution? L'essence que détient le social du nous peuple dans une constitution au sens démocratique est-il ou pas la création de constitutionnalistes? C'est ça la question que nos amis du droit constitutionnel doivent résoudre. S'ils sont maîtres, ils diront non, ils ne sont pas des créateurs. Mais s'ils n'acceptent pas, moi-même, je vais vous dire qu'ils se trompent alors. Et je vais vous donner la raison. Pour ceux qui ne le savent pas, les sciences sociales, telles qu'elles s'enseignent et se pratiquent jusqu'à ce jour, sont nées du succès des travaux de Isaac Newton sur les lois de la mécanique de l'univers. Ce succès a entraîné une éclosion de théories appelées physique sociale jusqu'à arriver aux théories de gens comme Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. La liste peut être continuée à volonté. Avec les socialistes, les savants de notre pays. Parce qu'il y en a qui continuent toujours à réfléchir sur ces questions. Sans chercher à apprécier les arguments des uns et des autres, j'affirme sans ambages et sans peur d'être contredit, ni maintenant, ni après moi, que toutes ces théories partagent le même défaut. Elles relèvent de l'arbitraire de l'opinion de chaque auteur. Les sociales de l'être humain et les concepts de société ne sont pas la création d'un être humain. Ils existent enracinés dans l'essence de l'être humain. En effet, par son essence, vous pouvez tous vérifier très simplement qu'un être humain est un ensemble de besoins, un ensemble de situations de la vie qu'il est appelé à satisfaire pour maintenir sa propre existence. Par sa nature, par la nature de l'être humain, je veux dire, il est impossible à un être humain de subvenir par lui-même à l'ensemble de tous les besoins et à l'ensemble de toutes les obligations que lui impose son existence. Depuis la naissance jusqu'à la mort, vous allez constater qu'une femme a besoin d'un homme et un homme a besoin d'une femme. Un enfant a besoin d'un parent et dans sa vieillesse, un parent a besoin de ses enfants. Un pauvre a besoin du riche, un riche a besoin du pauvre. L'ignorant a besoin du savant et le savant a besoin de l'ignorant. En d'autres termes, si je dois me résumer, nous ne venons pas à l'existence, même si nous sommes très riches, avec tous les moyens pour soutenir à tout le monde. Vous pouvez le vérifier très simplement. Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par Émile Durkheim, qui est un des grands savants dans le monde des sciences sociales, et tous les savants du social qui pensent comme lui,
un contrat social n'a pas pour fondement un lien de sang ou la division du travail, mais l'auto-insuffisance que la nature humaine impose à chaque être. C'est pour ça que quand nous sommes tribalistes, tout ça, nous nous comportons comme ici. Nous croyons qu'en allant vers notre frère, ou bien nous allons résoudre nos problèmes. Non, vous ne pouvez pas. Parce que chercher des mérites au lieu de chercher le tribalisme, le clanisme, tout ce que vous voulez. Parce que le social, au fait, n'a pas pour fondement le lien de ça, mais l'insuffisance de l'être humain et les mérites qui peuvent résoudre cette insuffisance. Une signification, ainsi, je peux dire qu'une signification que le concept du social d'un peuple détient de n'importe quelle source de connaissance est une proposition de théorème au même titre que les propositions de théorème dans toutes les autres sciences dites exactes. Une telle signification est soit valide ou invalide, et n'est valide que lorsque il existe enraciné dans les propriétés de l'auto-insuffisance de l'être humain. Le savoir du concept de droit s'enracine dans cette même vérité première. La preuve de cette affirmation constitue le troisième de 4 grands points qui composent ma solution et la solution mathématique du conflit entre les droits constitutionnels et les dieux de la Bible. Ce troisième point commence aussi avec la question suivante, c'est-à-dire quel sens faut-il donner au mot droit? L'essence que détient le droit du nous peuple dans une constitution sans démocratique est-il la création de droit de l'être humain, des savants du droit? C'est toujours la même question, mes chers amis. Elle va revenir tout le temps. Telle est la troisième de l'ensemble de 4 questions qui se trouve au centre du conflit entre le droit constitutionnel au sens démocratique et l'éternel, qui est le Dieu de la Bible et le Dieu de mes ancêtres et des vôtres. Il est vérifiable auprès de tous les savants du droit que le mot droit n'a pas jusqu'à ce jour une signification qui s'impose à tous. Vous pouvez vérifier avec tous les juristes. Si vous lui posez la question de dire qu'est-ce que c'est que le droit, je vous dis tout de suite que vous allez avoir une amalgame de réponses qui ne vont satisfaire personne. Les multiples théories qui se revendiquent chacune être la seule réponse à chacune de ces questions sont réduites à 2 théories, le droit positif et le droit naturel. Les droits naturels enracinent la signification de ce concept de droit dans la nature humaine pour certains et dans l'existence de Dieu pour les autres, sans pour autant articuler la justification de cet enseignement sur base de lois de la nature. Les droits positifs, qui se veut le fondement du droit constitutionnel, enracinent la signification du concept de droit dans des concepts arbitraires. Ces concepts sont au nombre de 2. Le concept du droit
objectif et le concept de droit subjectif. Dans ses travaux sur le manuel du droit constitutionnel, le grand savant du droit Léon Dubuis, j'espère que j'ai bien prononcé, informe que ces deux expressions, droit objectif et droit subjectif, ont pour origine une convention des juristes allemands. Pour ceux qui ne le savent pas, par cette convention, le droit objectif est défini comme une règle de droit qui s'impose aux individus vivant en société. Elle est une règle de conduite dont le respect est considéré à un moment donné par une société comme conforme à la justice et comme la garantie de l'intérêt commun. Un droit subjectif est défini comme un pouvoir pour un individu ou un groupe d'individus d'obtenir la reconnaissance sociale du résultat qu'il veut, quand l'objet voulu et les motifs qui déterminent son acte de volonté sont reconnus légitimes par le droit objectif. Ce ne sont pas mes définitions, je les ai tirées des travaux du livre Droit constitutionnel de Léon Dubuis. Il n'y en a pas en fait. Il y a tellement de définitions pour ces deux concepts que vous pouvez écrire vous-même un livre là-dessus. Au sens mathématique du savoir, parler de deux diversités du concept de droit, le droit subjectif et le droit objectif, présuppose et affirme l'existence d'un concept de droit qui se veut le sens premier du mot droit et qui se veut source de la diversité de tous les concepts de droit. Quel est ce sens premier? Je vous répète et souligne que les scientifiques du droit sont toujours sans réponse. L'existence d'une science de droit, comme Albert Einstein le rappelle à tous les scientifiques dans toutes les sciences, n'a pas pour objectif ou pour justification le remplacement de la signification que l'expérience collective donne au concept de droit. Un tel formalisme ne se justifie surtout pas lorsque cette signification est la même pour toutes les sociétés humaines, traditionnelles et modernes. Des siècles durant, bien longtemps avant l'avènement du concept de science, maintenant je vous donne la signification que nos ancêtres donnent à ce concept, mais que les juristes cherchent à remplacer parce qu'ils croient que ces gens-là ne sont pas intelligents. Non, ils le sont, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, les changements de constitution à tout bout de champ. Donc, des siècles durant, bien longtemps avant l'avènement du concept de science, par son essence, je rappelle qu'un être humain est un ensemble de besoins, un ensemble de situations de la vie qu'il est appelé à satisfaire pour soutenir son existence. Par l'auto-insuffisance de l'être humain, un droit est vécu par nos ancêtres et par le commun des mortels comme le pouvoir d'une personne
de commander une conduite à un individu ou à un groupe d'individus au motif de satisfaire l'un ou l'autre des besoins ou situations de la vie que lui exige la maintenance de son existence. De ce point de vue, il est censé de répartir alors tous les droits possibles qui peuvent être revendiqués par les constitutionnalistes du droit sur trois ensembles. Le droit de gouverner, le droit des gouvernants et les droits partagés par les gouvernés et les gouvernants. Je peux vous dire que si vous prenez cette définition et cette typologie, vous allez trouver qu'elle couvre tous les droits possibles qu'on enseigne à nos enfants, droit constitutionnel, droit public, droit privé, droit comme vous voulez. Ces droits-là couvrent tous les droits. Les droits de gouvernement, les droits de gouvernants et les droits partagés par les deux. Alors changer la classification, droit de ceci, droit de machin, droit de ceci. Et je vais terminer ce point-ci en disant ceci. La Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais vous surprendre, je dis que cette déclaration a tort de stipuler que tous les êtres humains naissent libres. C'est faux. Je dis tout de suite, c'est faux. Ces gens-là doivent réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est faux, c'est un mensonge. Je ne vais pas aussi défendre un mensonge ou supprimer un mensonge en disant deux mensonges. Non, un mathématicien ne ment pas. Un mathématicien dit toujours la vérité. En effet, donc, ce que je venais de vous dire, la démonstration est simple. Une société humaine de gouverner des gouvernants est par son essence un corps physique. C'est-à-dire, comme nous sommes ici, nous sommes un corps physique, mais nous sommes une union des êtres physiques. En étant une union d'êtres physiques, nous sommes automatiquement un corps physique. Donc, où est-ce que je suis là? Et par son essence, un corps physique qui a pour constituant des êtres physiques de nature humaine. C'est-à-dire que toute société humaine de gouvernés et de gouvernants, c'est un corps physique qui a pour constituant des êtres physiques de nature humaine. Par les sciences physiques, il est connu qu'aucun être physique dans l'univers n'existe librement. Il est subordonné de facto à l'ensemble de lois que lui impose sa nature. Les arbres, les eaux, les fruits, ils sont soumis tous à leurs lois de la nature. Donc ce n'est pas le constitutionnaliste qui veut nous écrire la déclaration universelle des droits de l'homme. Il essaie de changer ce que nous connaissons comme évident sans aller à l'école. Donc le calcul de la légitimité d'une constitution et d'un pouvoir politique existe enraciné dans les vérités premières qui fondent les sociales et les droits de l'être humain, tels que je viens de vous le dire, et dans cette évidence qu'aucun être humain n'est libre, parce qu'il est confiné par sa nature à se soumettre à certains comportements. Ces calculs constituent les derniers des 4 points qui fondent la solution naturelle du conflit qui oppose les constitutionnalistes au Dieu de la Bible et Dieu de nos ancêtres. Voilà, la controverse, ça ne va pas être un conflit entre moi et les constitutionnalistes,
Ils doivent se battre contre l'Éternel et qui nous disent qui a raison et qui a tort. Mais moi, je vais tout simplement aider à résoudre ces problèmes. En tant que mathématicien, les mathématiciens sont les vrais juges. C'est-à-dire que quand vous voulez un vrai juge, cherchez un mathématicien, il va résoudre vos problèmes. Vous voyez, mais n'allez pas chercher le système. Et mon jugement s'enracine dans l'unicité du calcul de la légitimité d'une constitution et d'un pouvoir politique. Ces calculs s'enracinent dans les vérités premières, telles qui sont l'essence de l'être humain et le confinement de l'être humain à la loi universelle de son agir dont je vais démontrer l'existence dans ce point. Donc ce dernier point commence aussi avec une question. Quel sens premier détient le mot constitution? Une constitution a-t-elle pour source de légitimité les dieux de la Bible ou les nous-peuples qui constituent son préambule ou son avant-propos? Les multiples théories du droit constitutionnel au sens démocratique, qui revendiquent être chacune la réponse à ces questions, partagent encore le même défaut. Elles relèvent chacune de l'arbitraire de l'opinion de l'auteur. La légitimité d'une constitution et d'un pouvoir politique, je dois l'affirmer, ne relève pas de l'opinion d'un être humain. Il s'enracine dans les vérités premières de l'essence physique d'une société humaine des gouvernés et des gouvernants, et dans la relation mathématique qui connecte cette essence physique d'une société aux vérités premières du nous, peuple, dans le préambule d'une constitution. En d'autres termes, il y a une relation qu'aucun être humain ne peut ignorer, qui connecte l'essence physique d'une société telle qu'elle existe, indépendamment de l'être humain, et les vérités premières de l'être humain, en tant qu'être vivant. Donc, la légitimité d'une constitution et d'un pouvoir politique, comme je le disais, ne relève pas d'un être humain. Au sens de l'abstraction mathématique et physique du concept de société, d'une société humaine et de gouvernement, il est juste de dire que le droit constitutionnel, au sens démocratique, est une coquille vide en tant qu'objet de connaissance. Au sens mathématique, une science ne peut pas être un ensemble de contradictions. Je n'accuse pas, je ne suis pas arrogant, je n'ai pas voulu mettre ce titre pour que vous remplissiez la salle, mais c'est tout simplement une vérité. La vérité que mon ami Jean Doubal chante toujours dans ses chansons. Merci Jean Doubal d'être venu. Merci. Au sens de cette abstraction physique et mathématique du concept de société humaine, de gouverner et gouvernant, il est juste de dire, comme je le disais, que le droit constitutionnel est une coquille vide en tant qu'objet de connaissance. Cette théorie a tort d'enseigner que le fait, les actions d'un être humain précèdent autour du soleil, si Galilée n'avait pas été condamné par le Saint-Office comme hérétique, ainsi que le divorce entre
les dogmes de l'Église et les acquis de la science, il ne serait pas devenu si célèbre. Mais voyez-vous, avec l'évolution des connaissances et la science de l'Inquisition n'existe plus, la tolérance a débouché sur la méthode des sciences, qu'il s'agisse de Blaise Pascal, de Francis Bacon, de Gaston Bachelard, l'exigence majeure de la preuve de tout ce que l'on avance, c'est ce qui constitue la base de la science de nos jours. Qu'on parle des sciences naturelles, qu'on parle des sciences sociales, il faut apporter la preuve. La science ayant plutôt pris une certaine distance par rapport à la religion, en ce que la première, la science, se contente de vérités provisoires, alors que la religion se satisfait de la foi. Pour la religion, c'est ainsi. Mais pour la science, ce sont des vérités provisoires. Provisoires pourquoi? Lorsque l'on apportera la preuve du contraire, nous aurons dépassé cette étape-là. Et d'ailleurs, le doyen professeur Moubela que nous célébrons ici connaît ce que c'est que les théorèmes de l'incompréhensible défendus par l'allemand Karl Gödel. Et ce théorème est en train de remettre en cause tout ce que vous nous dites ici. Mon impression est que l'auteur tend à démontrer que la vraie science doit apporter la preuve de l'existence de Dieu. A-t-il lui-même apporté cette existence de Dieu, la preuve? Et donc, ce n'est pas vos questions, et nous allons y revenir, ce n'est pas vos questions que nous allons démonter ce qui a été démontré. Les droits constitutionnels, aussi bien dans son objet que dans ses méthodes, n'a jamais exclu les autres sciences. Pour preuve, les vocabulaires du droit constitutionnel empruntent dans toutes les sciences de la nature. Mais une chose doit être affirmée. Avec l'évolution de la société, nous n'avons plus que quelques sociétés théocratiques. Ce qui signifie que dans les sociétés démocratiques, la preuve de l'existence de Dieu, oui, elle concerne les théologiens, mais elle ne concerne plus tous les scientifiques. Que l'on dise que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, lorsque l'on dit 1 plus 1 ça fait 2, qu'est-ce que ça changerait sur l'existence ou non de Dieu? Lorsque l'on instruit un procès, l'on doit l'instruire à charge et à décharge. Et le principe de la présomption d'innocence est la base de la démocratie. Or, l'instruction que nous avons suivie tout à l'heure, c'est comme si l'État était inventé par les constitutionnalistes, ce que j'ai entendu ici. Non! À partir des États médiévaux, l'État existait déjà par la Constitution. Les États sont antérieurs à la Constitution. Et donc, lorsque j'entends ici que les constitutionnalistes ont inventé l'État, ils ne l'ont pas inventé. Ils ont essayé de théoriser sur l'État. Ils ne l'ont pas inventé. Parce que depuis les États médiévaux, lorsque les droits étaient d'abord théocratiques, le prince régentait sur tout,
avant que les princes ne prennent leur indépendance vis-à-vis des princes de l'Église, mais l'État existait déjà. Je pensais que vous allez nous parler de l'origine canonique du droit constitutionnel, parce que cette origine peut être prouvée. Et donc, lorsque la controverse vous étonne en droit, elle ne devrait pas vous étonner. La controverse, c'est la vivacité du droit, parce que les droits constitutionnels en particulier n'ont pas une science achevée, mais plutôt une science ouverte. C'est ainsi qu'en droit, on parle du législate qui existe et du légiférenda, parce qu'on est toujours en train de réfléchir pour mieux vivre. Et lorsque l'on dit rien ne peut être résolu à part les mathématiques, j'ai dit non, il y a le théorème de l'incomplétude défendu par les mathématiciens eux-mêmes. Et donc, je voudrais simplement dire que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Elle n'a pas lieu parce que le cheval qui a été apporté dans la ville de Troie, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de soldats grecs dans ce cheval de bois. Les controverses ne signifient pas l'incertitude, mais les controverses signifient ouverture. Ouverture, parce que les connaissances changent et parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui se posent dans la société. Il faut devoir intégrer dans la vie de tous les jours et même dans la Constitution ces nouveaux problèmes qui se posent dans la société. Et donc, avec l'évolution des connaissances, c'est pour ça que l'on dit que le droit, particulièrement le droit constitutionnel, est un acquis provisoire. Parce que l'évolution de la société peut nous démontrer le contraire et ne pas changer alors que l'on a la preuve du contraire, ce n'est pas mathématique. Je vous remercie, je voudrais ouvrir ainsi ce débat en vous demandant de poser vos questions. Il reviendra sur mes questions. Non, pas sur mes questions, sur mes questionnements. Et donc, nous allons prendre 4 séries de questions associées aux miennes. Il va y avoir un échange. Et d'ailleurs, je souhaite très lui. Merci, je suis à vous en attendant vos questions. Ce que vous veniez de dire, j'ai tellement de choses à dire, peut-être on en parlera après, mais pour le moment, dans l'esprit de ce que vous demandez, je voulais faire une petite remarque sur la profondeur de cette conférence, de ce que vous veniez de dire. Vous avez dit que 1 plus 1 égale 2 et cela ne change pas de l'existence ou non de Dieu. Bon, cela peut-être l'illustration du genre de problème que nous avons avec cette conférence et vos réflexions et les autres. Mais parce que on peut vous montrer en mathématiques que 1 plus 1 égale 2, comme vous avez dit, c'est mathématique, c'est vrai. Mais quand nous allons à la commune, à la mairie, et qu'on marie les gens, 1 plus 1, c'est plutôt égal à 1. C'est ça exactement qu'on a fait. Si 1 plus 1 reste 2 mathématiquement, dans la société là-bas, et qu'on vous dit que non,
rester deux séparés, mais il n'y a plus de mariage qui va réussir. Voilà le dilemme. Et peut-être que dans les réflexions du conférencier, dans les vôtres, l'une des grandes préoccupations, c'est d'essayer de réconcilier les irréconciliables. Et comment est-ce que vous le faites? Les nombres que vous avez utilisés pour illustrer ce problème, c'est une très bonne illustration que vous avez faite, bien sûr, par rapport à ce qui a dit aussi. Les nombres que vous avez utilisés, il y a un grand mathématicien allemand, toujours les Allemands, toujours dont le nom bien connu, il s'appelle le Sonnecker. Il disait que Dieu a créé les nombres. Les nombres, il prédit les nombres entiers. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et que tout le reste, sur le plan mathématique, c'est l'homme qui a fait ça. Tout le reste, tout ce qu'il a créé, c'est 1, 2, 3, et ainsi de suite. Je ne me trompe pas, il y a des mathématiciens dans cette salle qui disent si je me trompe dans ce qui vous donne comme information là. Alors c'est cela ma préoccupation. Est-ce que cette conférence n'illustre pas le fait que nous sommes en train d'affronter, peut-être pour la première fois à l'Université du Kinshasa, un problème qui en apparence est tout petit, mais alors un très grand problème, notamment le mariage entre les sciences humaines et la mathématique. Surtout quand on regarde aujourd'hui l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est très difficile de voir où nous allons, et je me demande si la mathématique ou les sciences humaines vont aider séparément à voir où nous allons. C'est ça, en fait, la première question que je voulais signaler comme question. Est-ce que nous sommes en train d'essayer peut-être de réconcilier les irréconciliables? Et si cela est vrai, mais comment alors allons-nous continuer à vivre avec ces irréconciliables? Merci, frère. Comme du prof Mouabia, et finalement j'ai comme l'impression qu'il y a une question de fondement et des procédés ou des méthodes. Lorsque la science est en train de rentrer à son créateur, à sa source, est-ce que nous devons encore séparer des vérités de la vérité qui est la vérité source? Le professeur a parlé de l'intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle, moi je crois qu'elle est créée par l'intelligence naturelle humaine. Mais la question que je me pose aujourd'hui est celle de savoir si nous allons rentrer à l'intelligence divine pour gérer toutes les intelligences. En fait, ce n'est qu'un commentaire. Si je suis le prof ici, c'est parce que je veux rentrer à la source de toutes les sciences, la source qui fait qu'il y ait le droit, l'économie, etc., qui s'appelle la vérité. D'au début, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je crois que c'est dans ce sens-là que je suis en tête de la vérité. Voilà. Monsieur le modérateur, j'ai attendu d'entendre les causes de la nullité du droit constitutionnel. Je ne les ai pas entendus. Parce que lorsque vous utilisez un concept de droit, les nullités, c'est la sanction d'une irrégularité de forme ou de fond. J'ai voulu entendre la régularité dans la normativisation, n'est-ce pas,
de la vie politique, parce que c'est ça le droit constitutionnel. Certains disent comme favoreux que c'est la saisie de la politique par le droit, c'est-à-dire la normativisation du droit. Et d'ailleurs, le professeur Bechab l'a dit, je le dis souvent, le droit, quoiqu'étant une science sociale, se distingue des sciences sociales par son caractère normatif. C'est pourquoi l'étude du droit est soit des legs soit des legs référendum. C'est exceptionnellement qu'on peut recourir aux méthodes, à la recherche empirique pour comprendre, expliquer le droit. Donc, le fondement des mathématiques modernes aujourd'hui, c'est la théorie des ensembles. L'objet mathématique est presque en général défini par rapport à un ensemble. Mais les fondements du droit, selon qu'on se place d'un point de vue du droit naturel, naturel, ou bien du droit positif, soit on dit, voilà, c'est Dieu qui est la source du droit. Et d'ailleurs, les naturalistes disent que, en fait, la Cour suprême de justice des États-Unis a suivi les naturalistes dans l'affaire Coffin versus USA en affirmant que la présomption d'innocence a été formulée dans les livres de Deutéronome. En fait, ils disent que le premier procès a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dieu, tout en sachant que l'homme avait violé sa loi, l'a tenu pour innocent jusqu'à ce qu'il décide à comparaître devant lui pour l'entendre si c'est moyen de défense, Satan constituant l'accusation et donc le ministère public. Après avoir entendu les moyens de défense d'Adam, qui a accusé Dieu en se défendant, c'est la femme qui nous a mise auprès de nous. Dieu s'est ensuite adressé à la femme et après il a rendu sa décision. Et donc, la présomption d'innocence, c'est un droit naturel, mais qui a été positivement formulé parce que là où il y a un ubi, ce qui est c'est-à-dire là où il y a les hommes, il y a le droit. Et le droit est donc formulé en tant que norme. Et cette norme, on dit souvent, nous le disons, je vais venir par là, que les faits politiques précèdent le droit. Le pouvoir politique, qui est l'objet du droit constitutionnel avec les droits des citoyens, les droits fondamentaux des citoyens, c'est un fait social en train de se faire et de se défaire. Alors donc, il fait évoluer le droit parce que le droit vient normativiser le phénomène politique, mais celui-ci, il change. Et il arrive que des spécialistes du droit, en particulier les constitutionnalistes, se contredisent parfois parce qu'ils sont tantôt du côté du pouvoir politique, tantôt du côté scientifique, et parfois ils peuvent remettre en cause les théories qu'ils ont formulées. Mais le droit constitutionnel, tel qu'il a été enseigné jusqu'à ce jour, reste valable en tant que normativisation du droit politique ou du phénomène politique. Voilà ce que j'avais dit. Et sa pertinence, la communication du conférencier dérange les sommeils des saints. Et je pense que vous l'avez constaté. Pourquoi? Parce que du point de vue épistémologique, lorsqu'on parle de la nullité d'une science ou d'une vérité scientifique, cet exercice des démonstrations de la nullité est fait en rapport aux outils méthodologiques acceptés dans le champ du savoir concerné. On ne peut pas démontrer la nullité des mathématiques à partir des méthodes du droit constitutionnel. Tout comme on ne peut pas démontrer la nullité du droit constitutionnel à partir des méthodes mathématiques. Donc, vous serez en train de forger vraiment un
un néo-impérialisme méthodologique. Ce qui fait qu'à cet instant, comme le professeur Kalalati et le maître d'école l'ont démontré, que la thématique du jour est en elle-même frappée des nullités. La nullité de la thématique du jour procède de son inanition. Parce qu'après 20 ans de recherche, vous avez démontré 3 ou 4 éléments qui fondent à ce jour, qui fonderaient la nullité du droit constitutionnel. C'est notamment les concepts ou la locution « nous peuple », généralement utilisés dans les constitutions. Vous-même, mathématicien, vous dites que cette appellation sous-entend un sous-ensemble d'un grand ensemble. C'est le peuple renvoie à un sous-ensemble. Mais vous êtes en train de démontrer implicitement qu'il existe plusieurs droits. Bien entendu, parce que si le peuple est un sous-ensemble d'un ensemble, ça signifie qu'à chaque peuple un droit constitutionnel desquels naît la controverse qui vous fonde à justifier la nullité du droit constitutionnel. Deuxièmement, vous parlez de l'état de droit. Vous avez essayé de définir le droit en ceci. Il existe le droit de gouvernement, les droits des gouvernés et les droits communs entre les deux. Mais c'est encore de montrer que le droit dont nous parlons est une représentation archéologique du champ qu'il porte. Ce qui fait que la controverse demeure et rend le droit constitutionnel vivant. Pourquoi? Parce que les gouvernants et les gouvernés américains ne sont pas forcément les gouvernants et les gouvernés congolais et évoluent dans un système présidentialisme ou présidentialiste, mais nous ne sommes pas le cas. Ce qui signifie qu'entre les constitutionnalistes congolais et américains, la controverse peut germer du fait même de votre thèse. Et le troisième élément, c'est que le contenu que vous démontrez, les origines du mot constitution de la Constitution. Mais non. Bref, je dirais que l'inanition de la thématique du jour provient du monolithisme méthodologique dans lequel vous vous engagez. Alors que du point de vue épistémologique, nous assistons plutôt à plusieurs instances des validités des vérités scientifiques. Lorsque vous nous engagez dans un courant unique, ce n'est plus de la science. Ça devient de la religion. Or, à la politique inspirée, ici nous parlons de la science essentiellement du droit constitutionnel. Voilà ma petite contribution au débat du jour. Merci. Invités, camarades étudiants, je voudrais vous remercier pour avoir consacré votre demi-journée à l'avancement des sciences. L'assujettissement de l'Afrique par le droit constitutionnel venu d'ailleurs. Non, et il faut tenir compte aujourd'hui de l'évolution, on parle de plus en plus d'idéoconstitutionnalisme. Et en parlant d'idéoconstitutionnalisme, on tient compte de chaque espace, de chaque ère. Conflit entre le droit constitutionnel et le droit de la Bible. C'est un conflit inexistant à moins de prôner un État théocratique. Nous venons d'assister à un exercice de bousculement des certitudes et de basculement des incertitudes. C'est un exercice qu'il faut encourager et qui a marqué l'essence de l'université. Il n'y a pas d'acquis éternel. Ce débat que nous venons d'avoir, il n'est pas le premier en genre. Lorsque vous consultez les archives, vous verrez qu'en 2015, l'Institut Louis Favoré à l'Université d'Aix-Marseille, en 2015, a organisé toute une journée là-dessus. Je voudrais ici, pour conclure, prendre les mots de mon collègue Richard Gérossian, qui était intervenant dans ces colloques.
son intervention avait pour titre « Mode de scrutin et mathématiques, éloge de la complexité ». Il dit « Quelle que soit la qualité ou la créativité des mathématiciens, dans un système démocratique, l'homme doit rester au centre de tout. Et si les mathématiques peuvent être une science au service de la technique, il ne faudrait pas pour autant qu'un excès de technicité provienne de l'arbre qui cache la forêt. Le droit, je ferme la parenthèse, le droit, production du législateur par définition, est d'abord, avant tout, un droit national. Les droits doivent avoir des racines, une sorte d'ancrage. Car si on prend aujourd'hui le droit de la famille, à titre purement illustratif, le droit de la famille en République démocratique du Congo, le droit de la famille aux Pays-Bas ou dans le pays de l'Union européenne, on voit la défense des LGTB, alors que dans notre droit de la famille, c'est une abomination. Voilà pourquoi je dis les droits à l'ancrage national. Et ceci dit, je voudrais conclure par une note positive. Le professeur Tchinara et moi-même avons décidé, à titre d'essai, de co-diriger des thèses en droit mathématique, mais je ne veux pas dire mathématique du droit. Et voilà, c'est sur cette note que j'aimerais terminer. Nous allons trouver des doctorants. Le jour viendra où nous allons rappeler cette conférence. Parce que c'est au cours de cette conférence que l'idée est née, et nous disons, et pourquoi pas. Je vous remercie. Bonjour. Vous venez d'assister dans une conférence, le débat est déroulé. Votre impression? Bon, comme je l'ai dit, il a intitulé son sujet comme suit, nullité du droit constitutionnel, mais n'a pas démontré en quoi cette nullité touche le droit constitutionnel. Et puis, le droit, c'est un discours qui a un jargon, qui a des termes qui n'ont pas le même sens dans les autres sciences. La nullité, c'est une sanction d'une invalidité originaire et elle a pour effet d'annuler l'acte à son origine. Donc, elle a un effet rétroactif. Donc, ça veut dire que si on admettait que les considérations qu'il a mises en exergue aboutissent à la nullité du droit constitutionnel, c'est-à-dire que le droit constitutionnel n'a jamais existé, ce qui est tout à fait faux. Il aurait dû parler peut-être de la relativisation, n'est-ce pas, d'un certain nombre de théories. Quand il a donné l'exemple de la Cour constitutionnelle, qui, sous Kalouba,
décline sa compétence en ce qui concerne le jugement d'un ancien Premier ministre. Messou Kamuleta, elle affirme sa compétence. C'est un problème d'interprétation d'une norme. Et il oublie que le droit est une norme. À la base du droit, il y a la règle. Cette règle doit être interprétée et appliquée. Donc aujourd'hui, on ne nous a démontré en rien en rapport avec une nullité quelconque du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel qui est la normativisation de la vie politique, même du pouvoir politique, demeure un droit qui peut faire l'objet de diverses interprétations, encore que ceux qui interprètent le droit, qu'ils soient scientifiques ou pas, peuvent le faire en fonction de l'intérêt qu'ils ont sur le plan politique. Non. Non, moi je viens de vous dire une chose simple. Je n'ai pas entendu une cause quelconque de nullité du droit constitutionnel. Il aurait dû parler peut-être de la relativisation des théories du droit constitutionnel. Donc, non, je vous dis qu'il n'a fait aucune démonstration d'une quelconque théorie mathématique qui remettrait en cause toute la théorie du droit constitutionnel. Elle était intéressante dans ce sens qu'il a donné l'occasion, n'est-ce pas, à la réflexion de prendre place. Et cette réflexion, en ce qui me concerne, m'a conduit au renforcement de ma compréhension du droit tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Et ce droit-là peut faire l'objet d'interprétations et d'applications multiples et diverses. Professeur Bochard, bonjour. Bonjour. Vous étiez le modérateur de la conférence. Dans la salle, il semble que le professeur vous a surpris avec sa recherche. Non, une recherche ne peut pas être une surprise, mais il faut voir que c'est dans le domaine qui n'est pas habituellement le mien. Il veut par les mathématiques démontrer que nos axiomes en droit constitutionnel ne seraient pas bien fondés. Nous avons démontré le contraire parce que s'il fallait faire un peu de linguistique, on se rendrait bien compte qu'on était sur deux terrains différents. Et quand on est sur deux terrains différents, on n'utilise pas les mêmes armes. Et voilà pourquoi je dis que la guerre de Troie n'aura pas lieu parce qu'on croyait qu'il allait y avoir une guerre de Troie. Non. Et certes, on est arrivé à la ville de Troie, mais le cheval en bois qu'on avait transporté jusque-là n'avait pas de soldats grecs. C'est comme ça que la guerre n'a pas eu lieu. Mais voilà. Professeur, quand il a recruté plusieurs fois que vous nous trompez les juristes et les constitutionnalistes, certains étudiants pensent qu'il a raison. Est-ce qu'il vous a ignoré? Mais non, tromper, non. Quand on se trompe, on pense que les autres trompent. Et donc, parce que j'ai bien dit que nous ne sommes pas dans la même logique. Et notre logique étant différente de la sienne, il dit que nous nous trompons, nous disons non. C'est lui qui commet l'erreur de jugement. Quand il donne l'exemple de la décision de Kalouba et Kamuleta, vous êtes constitutionnaliste, d'accord? Est-ce qu'il a raison? Un juriste comme moi ne commente pas une affaire qui est en train d'être instruite par une haute juridiction du pays. Je ne peux pas commenter. Merci. Parce que l'affaire est en train d'être instruite. Nos impressions sont de grande satisfaction parce que nous avons eu l'opportunité d'assister à un échange de haute facture, scientifiquement parlant. Les conférenciers s'est évertué à développer les conclusions de ses recherches sur ce qu'il a appelé la nullité du droit constitutionnel. Et il y a eu un échange important qui a démontré que certaines de ces affirmations étaient susceptibles d'évoluer au regard de certaines évidences auxquelles il a été confronté. Donc en fait, nous sortons de cette conférence avec un sentiment de grande satisfaction. Est-ce que vous êtes nourri
Bon, pour les juristes que je suis, c'est vrai que j'ai eu quand même à découvrir aussi comment les mathématiciens réfléchissent. C'était plutôt intéressant. Mais il faut se dire ici que voilà, nous avons trouvé quand même certaines insuffisances ou voilà, de vérités susceptibles d'être réajustées. Et donc, nous avons quand même, on ne peut pas sortir d'une telle conférence sans retenir quelque chose. Votre impression par rapport au débat qui est... Mon impression, c'est que cette conférence m'avance de plus en plus à la quête que je me fais dans la vie de chercher l'unicité de la source de la connaissance. Est-ce que le mathématicien peut aussi avoir le droit de parler? Oui, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai suivi, les mathématiques ne sont pas très loin de Dieu pour dire des choses de façon absolue. Voilà. Mais il y a ceux qui pensent que le professeur qui a fait ses recherches pendant 20 ans, il a humilié le constitutionnalisme. C'est votre impression, ça? On se sentirait humilié si on n'est pas venu dans le cadre de la recherche de la vérité. Celui qui recherche la vérité se sent déjà humilié sans avoir rencontré les points de vue. Je parle d'humilier dans le sens de l'humilité. Celui qui cherche la vérité doit être humble. Il ne doit pas se sentir humilié après des points de vue. Non, il doit venir avec toute humilité. Il a répété plusieurs fois, le juriste, vous nous trompez, vous nous trompez, vous nous trompez. Mais c'est ça, Il a amplifié ça par un exemple des arrêts de la Cour constitutionnelle. c'est aussi ça les reliefs des débats scientifiques. À des moments, il y a des écarts dans le langage, mais le fond demeure la quête de la vérité. Voilà. Non, je ne suis pas déçu parce que je m'attendais un peu aux contre-attaques des amis juristes. Ce n'est que normal. Mais je ne suis pas venu ici pour montrer que je connais plus que les autres. C'est comme un de mes amis a dit, de collègues a dit, que moi j'ai pris 20 ans. Et je ne vais pas leur demander, eux, de prendre 2 heures, 3 heures pour accepter que j'ai raison. Mais j'ai raison parce que ni maintenant, ni après moi, personne ne peut me contredire. Parce que ce que j'ai dit, je ne dis pas que j'assume. C'est la vérité telle qu'elle existe au-delà de l'existence de l'être humain. Malheureusement, on ne peut pas faire... Mon livre sur les mathématiques du social, de la politique, du droit, ça a 272 pages. Je ne peux pas, en une conférence de 30 minutes, 1 heure, démontrer point par point les tenants et les aboutissants d'une science, d'un droit constitutionnel au sens mathématique. Parce que ça prend du temps. Les mêmes mathématiques qui prouvent l'existence de Dieu sont les mêmes mathématiques qui prouvent les fondements du social, du droit et de la politique. Donc, je ne peux pas prendre 20 minutes pour expliquer. Mais je ne suis pas déçu. Il y a ceux qui disent qu'il y a eu un problème d'approche. Votre approche n'a pas aidé l'auditoire à comprendre parce que vous avez une approche purement mathématique, contrairement aux autres. Oui. Celui qui dit ça, il affirme sans le savoir qu'il y a d'un côté les sciences mathématiques et de l'autre les autres sciences. Ce n'est pas vrai. La théorie de l'information et de la communication est une science mathématique. Son fondement, c'est l'équation mathématique de la vérité et de la connaissance. Les sciences sociales, son fondement, c'est l'équation mathématique de l'agir de l'être humain, l'équation différentielle d'une société par changement d'état, et puis l'équation, la loi générale du calculus du bien et du mal. Parce que vous croyez que le concept du bien et du mal, on ne peut le comprendre que du point de vue de Dieu. C'est faux. Le concept du bien et du mal, moi je peux le décrire tout simplement en termes
de l'équation par changement d'État. Parce qu'en des termes simples, si vous prenez un État, le fait seulement qu'on est ici, notre État n'est plus le même. Le fait que je bouge comme ça, l'État congolais a changé. C'est-à-dire que chaque fois qu'un constituant de ces pays fait quelque chose, l'État congolais n'est plus le même. Il change. Sauf que l'action que vous prenez, que vous commettez, n'a pas d'entrave sur l'état général du pays. C'est pour ça que vous avez l'impression que les mathématiques ne gouvernent pas un État. Regarde ce que nous sommes en train de faire. Nous nous embourbons dans des choses comme ce que les évêques vont faire. Là. Mais les étrangers utilisent ça pour nous affaiblir davantage. Prenons le président de la République, il a été élu à 73%. Du point de vue d'un Américain, si vous êtes élu à 73% et vous allez demander que vous fassiez une coalition, ils vont vous douter. Mais vous ne savez pas que ce sont des choses qui nous affaiblissent. Mais nous entrons dans des débats inutiles parce que nous avons l'impression que les sciences sont séparées, les sciences exactes sont séparées des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences juridiques. À quand la publication de votre livre? Parce que les gens sont vraiment... J'ai le livre, il est là, hein? Il se vend à $150. Le livre est là à l'extérieur. Bon, moi j'ai fait 20 ans. Toutes les invitations à l'étranger, je paye. À un certain moment, c'est ma fille qui a supporté les études, mes recherches et ma femme. Moi-même, je n'avais pas de boulot. Mais vous voulez recevoir tout gratuitement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. C'est-à-dire que j'ai mis à ce prix-là pour que celui qui veut science va acheter. Celui qui ne veut pas est à lire. Merci.